Monsieur Gilea Minea du barreau de Bucarest, vous avez la parole. Nous y sommes, mesdames et messieurs. Il faut défendre la défense. Cette décision du tribunal correctionnel menace la profession d'avocat en ignorant que notre profession est le baromètre de la démocratie dans n'importe quelle société libre. Ainsi, nous nous dirigeons lentement, mais sûrement, vers les ténèbres qu'on a pu quitter en 1789, lorsque nous consacrions les valeurs fondamentales du monde d'aujourd'hui, parmi lesquelles la liberté d'expression, liberté qui a une connotation si particulière pour nous, avocats, et qui est l'objet même de ce litige. En ce jour sombre, vous avez la pénible charge de délimiter la plaidoirie de l'avocat. Doit-elle se cantonner à la salle d'audience ou peut-elle se jouer au dehors? Doit-elle se conformer ou peut-elle être libre? Selon le tribunal, mon confrère a franchi une limite dans l'exercice de la défense, le plaçant ainsi hors la loi et devant être puni tel un criminel. But what exactly is Maître François held liable for? Let's see the facts. 2012, son client, adjoint à la mairie, est condamné pour corruption par un tribunal correctionnel. Le jour du jugement, cependant, une preuve essentielle disparaît du dossier. L'enregistrement audio dans lequel l'inculpé refuse expressément de l'argent. Malgré la décision de notre confrère d'ajourner la cause, le juge X considère l'instruction close et donne la parole au parti pour commencer le débat. Révolté, Maître François prononce un véritable catilinaire contre le juge et décrit la décision de celui-ci comme étant absolument suspecte, et soutenant que le prononcé du jugement dans de telles conditions est une honte pour la justice. Quittant la salle d'audience, il partage son opinion avec les journalistes présents qui, par la suite, le diffusent dans la presse. Ensuite, invité à s'exprimer lors d'émissions télévisées, Maître François explique que juger d'une affaire de cette manière relève non pas d'une simple erreur du magistrat, mais bien de la mauvaise foi. Enfin, il dit qu'il est convaincu de l'innocence de son client et qu'il fera appel de la décision. À la suite de ces propos, le magistrat a déposé une plainte contre mon confrère et client, qui fut ainsi condamné pour ce chef en première instance à une amende pénale et aux dommages-intérêts pour un montant total de 16 000 €, alors même que dans le même temps, il obtenait l'acquittement de son propre client devant la cour d'appel. En vérité, Maître François a obtenu l'acquittement de son client devant la cour d'appel en produisant à nouveau la pièce qui avait tant manqué à la première instance et laquelle, n'aura pas pourtant disparu devant d'autres juges. Aujourd'hui, vous êtes appelé à annuler la décision par laquelle le tribunal correctionnel a condamné mon confrère pour diffamation. La tâche qui vous incombe n'est pas facile, car votre décision constituera un précédent en ce qui concerne l'étendue de la liberté d'expression de l'avocat, mais également celle du droit fondamental à un procès équitable, les deux pierres angulaires de notre profession. En jugeant cette affaire, vous devrez considérer deux idées. Primo, celle que les affirmations publiques de Maître François sont comprises dans la liberté d'expression spécifique à l'avocat de la défense. Segundo, l'idée que l'un des rôles les plus fondamentaux de l'avocat est de mettre en lumière le dysfonctionnement de la justice. S'agissant de la première idée, personne ne peut nier que la condamnation subie par mon confrère est une ingérence dans l'exercice de sa liberté d'expression. Quand même, les opinions deviennent divergentes le moment qu'on analyse si cette ingérence respecte les conditions établies par la CEDH, c'est-à-dire d'être proportionnelle et nécessaire dans une société démocratique pour répondre à un besoin social impérieux. Selon ma thèse, ce standard doit être appliqué plus strictement en ce qui concerne la liberté d'expression de l'avocat, qui n'est pas un simple particulier, mais un acteur important de la justice. L'immunité expressément conférée par l'article 41 de la loi sur la liberté de la presse constitue une preuve de cette position spéciale. La parole et les écrits judiciaires produits dans le cadre de la défense du client ne peuvent pas être considérés comme outrageants, diffamatoires ou injurieux.
Pourquoi la situation serait-elle différente lorsque l'avocat quitte la salle d'audience? Celle-ci devrait-elle être assimilée à une arène hors de laquelle le tackling passe d'un élément réglementaire permis à une agression réprimable? Peut-on tracer une ligne de démarcation si nette interdisant à l'avocat de défendre son client hors des murs du palais de justice? Mais à mon avis, ça serait comme imaginez un médecin qui, assistant à l'excellente représentation du misanthrope de Molière sur la scène de la Comédie Française, prendrait à la lettre le titre de la pièce, refuserait donc de porter assistance à son voisin souffrant sous le prétexte qu'il n'est pas à l'hôpital. Non. Il y a des professions peu nombreuses où on ne peut pas travailler à temps partiel, mais où l'on est tout le temps ce qu'on fait. L'avocat, tout comme le médecin, en font partie. Ils sont ce qu'ils ont choisi d'être en permanence, jour et nuit, dans leur cabinet ou ailleurs. Dans une situation comme celle-ci, où la liberté du client a été mise en danger par une décision douteuse et critiquable du juge, notre confrère n'a pas pu rester sur le carreau. On l'a interrogé et lui, il a répondu. Ayant la conscience de sa mission, il a dit son avis non pas sur la personne du magistrat, attention, mais sur son comportement professionnel, par lequel il avait vidé les garanties que la bonne marche de la justice implique. Maître François a réaffirmé publiquement l'innocence de son client, malgré la décision du tribunal. La Cour d'appel lui a d'ailleurs donné raison. Est-ce là une diffamation ou plutôt une preuve de stoïcisme? Pardon. Les paroles de notre confrère n'ont jamais concerné la personne du juge X, mais son comportement professionnel. Du point de vue juridique, ce sont des jugements valeurs qui, à la lumière de la jurisprudence de la CEDH, n'ont pas à être prouvés. Il suffit qu'il y ait une base factuelle suffisante pour qu'on ne les considère pas comme des attaques à la personne réprimées sous l'angle de la diffamation. En l'espèce, cette base factuelle suffisante est attestée par la décision même de la Cour d'appel qui a acquitté le client de Maître François. La Cour d'appel a en effet administré la preuve essentielle dont la disparition mystérieuse le jour du jugement avait été ignorée par le magistrat qui aujourd'hui se constitue partie civile. Je vous le demande, Monsieur X, car vous êtes ici parmi nous. Pouvez-vous dormir sur vos deux oreilles en sachant que vous aviez condamné à la prison un innocent, marié, père de famille, malgré l'existence de preuves irréfutables dans sa faveur? Je pense pas. En ce qui concerne la deuxième question, le devoir de l'avocat de révéler au grand jour les irrégularités qui peuvent survenir dans le fonctionnement de la justice, quelques précisions supplémentaires sont nécessaires. On ne saurait jamais souligner suffisamment le rôle central de l'avocat dans la réalisation de la justice. Ce rôle particulier implique de devoir renforcer la confiance des justiciables dans l'impartialité, dans l'indépendance et dans la qualité des actes de justice. La confiance des citoyens dans la justice, fondamentale dans un État démocratique, est en relation directe avec la capacité de l'avocat d'assurer effectivement la défense de son client. Pour ce faire, l'avocat a aussi pour mission de déjouer les dysfonctionnements judiciaires, ce qui en réalité est une affaire d'intérêt public. Ainsi, la liberté d'expression de l'avocat doit être plus large dans de tels cas. La situation dans laquelle se trouve notre confrère est à la fois rare et grave dans notre système judiciaire. La disparition d'une preuve essentielle du dossier est la conséquence immédiate qui est la condamnation d'un innocent. Condamnation qui pouvait être évitée par un simple report du dossier. Surely the people should be made aware of this kind of incidents so that the public pressure on the state and on the judicial authority would trigger them to take the proper remedies. Par ailleurs, dans la mesure où l'enjeu était la condamnation d'un agent à la mairie et donc le prestige d'une importante institution publique, a fortiori, on aurait dû permettre à Maître François d'exprimer publiquement ses critiques.
En outre, le litige faisait à ce moment-là l'attention des médias, ce qui explique également la présence massive de journalistes dans le palais de justice le jour du jugement, et également les explications fournies par Maître François à l'issue de l'audience. En conclusion, les affirmations publiques de Maître François sont comprises dans la liberté d'expression spécifique à l'avocat de la défense. Segundo, l'un des rôles les plus fondamentaux de l'avocat est de mettre en lumière les dysfonctionnements de la justice. Mesdames et messieurs, voilà pourquoi votre décision est cruciale pour déterminer la liberté d'expression dont les avocats jouissent dans le cadre de la défense de leurs clients. Si cette décision du tribunal correctionnel demeure, les conséquences seront très graves pour notre profession et par conséquent, même pour la justice. Sous l'épée de Damoclès, les avocats parleront de moins en moins et toujours plus doucement, jusqu'à ce que leur voix soit à jamais éteinte. Et la notion de la défense, un simple souvenir d'une époque de gloire. Hélas, il me souvient le triste destin des empires, représenté de façon géniale par le peintre Thomas Cole dans la série des ouvrages The Course of Empire, illustrant la naissance, la gloire et la chute des empires. Donc, pardonnez notre confrère, dont la seule faute est d'avoir été un défenseur zélé qui a cru à juste titre en l'innocence de son client, qu'il n'a pas abandonné dans un moment de détresse, à l'instar de l'illustre Berryer en son temps. Je confonds volontiers la défense avec la justice, disait Vincent de Montregiafelli. Rendez-nous donc raison et justice en défendant la défense. Madame Eugenia Ruiz Alvarado du barreau de Madrid.